Aujourd'hui, à Dano Entrevue, nous recevons celui qui est député de Bécancour-Nicolet-Sorel à la Chambre des communes d'Ottawa depuis le 4 septembre 1984. Celui qui est chez nous une institution, un homme que nous aimons tous, sans égard aux allégeances politiques, M. Louis Plamondon. Notre objectif? Faire principalement état de son action en 2016 en regard des préoccupations des gens de la région de Sorel-Tracy dans notre immense comté qui s'étend jusqu'à Bécancour. Louis Plamondon, bonjour. Bonjour. La santé est bonne, mon cher monsieur? On pense. Vous pensez? Oui, on dit toujours ça, mais des fois, on rencontre des amis qui arrivent de voyage en pleine forme, puis 3 mois plus tard, on apprend qu'il y a un cancer virulent les atteint, on ne sait jamais, mais pour le moment, là, c'est très bien, puis si ça peut continuer comme ça, ça va me permettre d'avoir une longue carrière politique. Parlant de voyage, parlant de longueur de carrière politique, rumeur, on va régler ça tout de suite, rumeur en partant, Louis Plamondon, démission, faire place à Martine Ouellette, chef du Bloc québécois. Non. Ça, c'est la journaliste Mme Hébert qui, en analysant les comtés, a dit le seul comté que Mme Ouellette pourrait espérer dans une élection où un député démissionnerait, ce serait le mien à cause de la majorité de 8200 que j'avais eu par rapport aux autres qui étaient aux alentours de 1000. Mais elle n'avait pas dit que ça m'intéressait, puis elle ne m'avait pas consulté. Mais moi, j'ai toujours dit que je vais terminer mon terme. Je lui ai dit d'ailleurs, quand je lui ai téléphoné après, j'ai dit, j'avais parti de rumeur. Je voulais vous le dire, même si le pape vient se présenter ici, je ne donne pas ma place. Alors, c'est pas question que je donne ma place. J'ai toujours terminé mes mandats. Quand j'étais président de Chambre de commerce ici, quand j'étais dans les exécutifs syndicales, quand j'étais sur le conseil d'administration d'Hôtel-Dieu, quand j'ai été président du Centre Notre-Dame, j'ai toujours terminé mes mandats lorsque je prenais un mandat. Et donc, ça c'est clair et net. Et je lui ai parlé. Elle dit qu'elle ne l'avait jamais pensé, elle non plus, mais je lui ai dit que ça serait clair que moi, que ça veut faire de la politique fédérale, qu'elle est la bienvenue, mais que moi je ne vois pas d'ailleurs, au point de vue pratique, c'est pas le temps d'avoir une élection partielle. Pour le coup, moi, ça me choque, moi, quelqu'un qui démissionne en mandat, et c'est 300 à 500 000 $ une élection partielle. Puis deuxièmement, il faut regarder le sondage aussi. À l'heure actuelle, c'est la fin de la lune de miel, mais elle est encore là, la lune de miel. Donc, ça voudrait dire... Avec M. Trudeau, vous parlez là, vous. Là. Oui, Trudeau. Donc, il est encore à 45 % au Québec. On est bon deuxième, à 20 % depuis 4-5 mois. Mais ce serait risqué. Donc, si on résume, pas question de démission. Pas question de démission. Sur aucune considération. Sur aucune considération. Je termine mon mandat. Je suis même à préparer ma prochaine élection. OK, c'est bon. On va y revenir tantôt, d'ailleurs. Dans ce contexte-là, on parle du Bloc québécois. Juste avant d'entrer le jeu, juste pour faire le point, toujours utile, le Bloc québécois? Ouais. Ça fait... Parce que vous êtes seulement que 10 sur 338, vous n'êtes que 3 % des députés. Un suffrage qui est en baisse. Toujours utile. Et pourtant, c'était le seul parti qui a trouvé dans le projet de loi C-29 la fameuse clause, l'article 5, qui diminuait les pouvoirs de la loi sur les consommateurs du Québec. Quand on a soulevé ça le 17 novembre en Chambre, tout le monde nous a regardé comme une bébite rare. Le 21 novembre, on a déposé des amendements en comité, même si on peut les envoyer, mais on ne peut pas aller les défendre. Et ensuite, vu qu'ils n'ont pas été débattus en comité, ils ont été votés en Chambre. On a alerté l'Assemblée nationale, puis l'Assemblée nationale a voté une motion unanime. C'est nous autres qui avons sensibilisé l'Assemblée nationale. C'est nous autres qui allons voir M. Pratt et M. Carignan, les deux sénateurs qui ont dit ça n'a pas de bon sens non plus, et qui a réussi à faire reculer le gouvernement. Les autres partis d'opposition ont embarqué à peu près 2 semaines avant que le gouvernement recule dans ce projet de loi C-29. Donc, l'utilité du Bloc a été c'est un exemple très concret. Mais ça, là, vous allez me voir venir avec la question classique. Vous ne faites pas la preuve à toutes les fois que vous faites ce genre d'intervention-là que, finalement, le fédéralisme fonctionne. Non, on fait la preuve que s'il n'y avait pas un bon chien de garde à Ottawa, qu'on se ferait organiser encore davantage par le fédéralisme. Puis, on ne gagne pas toutes les victoires. La preuve, c'est le développement électrique de Terre-Neuve. Je savais que vous étiez habitué à la question. Oui, ça me fait plusieurs fois quand on a... Mais aussi, quand on parle de l'utilité du Bloc, jamais qu'on dit ça pour le NPD quand il était neuf. On n'a jamais été jeunement neuf en 93. Jamais on a dit qu'il était utile. Mais les libéraux ne pourraient pas jouer ce rôle-là. Les libéraux, les conservateurs du Québec, ou je ne sais pas trop, sont restés silencieux dans ces dossiers-là. Ils sont restés silencieux dans le développement hydroélectrique de Terre-Neuve, par exemple. On a une motion unanime de l'Assemblée nationale.
Le seul parti, les 10 députés du Bloc, sont levés en Chambre qui ont posé des questions là-dessus au gouvernement. On n'a pas réussi à le faire bouger, par exemple, mais les conservateurs du Québec sont restés silencieux. Puis les libéraux du Québec, c'est la grande déception là, du dernier Parlement. C'est incroyable, pas une intervention d'aucun député, ni de façon publique, ni en Chambre, ni une interrogation publique seulement d'un des 40 députés. C'est la risée totale à Ottawa de la part des journalistes puis de la part des observateurs qui suivent la politique fédérale. C'est incroyable. Il y a des dossiers pour le Québec, puis il reste silencieux, dont le dossier du fromage, par exemple. On aura l'occasion d'y revenir dans le monde agricole dans quelques instants, mais si on en revient aux affaires du comté là, de Nicolette Bécancour, qui est un immense comté. Là. Okay? Naturellement, nous, on va se concentrer, là, si vous voulez, la région de Sorel-Tracy. Okay, 60 du comté, quand même. 60 du comté. Milieu agricole quand même assez dynamique. Si je vous posais la question, Louis Plamondon, en 60 secondes, les actions de Louis Plamondon en 60 secondes pour 2016, vous pourriez nous résumer ça comment? Bien, mes actions... c'est basé sur le rôle du député. Le rôle du député a changé énormément par rapport au moment où j'ai été élu, par exemple, en 1984. Il n'y avait pas de SADC, il n'y avait pas de CLD, il n'y avait pas d'Office du tourisme. La MRC n'avait pas de budget, par exemple, de développement économique. Tout passait par le député. On appelait le député, on disait « Moi, je vais faire de l'expansion avec mon commerce. » Mais maintenant, on appelle la SADC ou le CLD, ou le député les dirige vers ces organismes-là. Donc, concrètement, il n'y a pas un député qui a amené une usine de Rio Tinto dans son comté. Et s'il y avait une grande usine à venir au Québec, elle serait dans mon comté par hasard, parce que j'ai le parc industriel de Bécancour, et le gouvernement et tous les fonctionnaires dirigent les entreprises dans des lieux maintenant éloignés des résidents. Jamais, par exemple, Rio Tinto pourrait exister aujourd'hui à côté de Saint-Joseph s'il y avait à venir, supposons qu'il n'existerait pas. On l'accepterait pas. C'est quoi le fait saillant 2016 de Louis Plamondon? Un fait saillant, mon Dieu. Dans la région de Bécancour, on a eu un gros dossier, par exemple, au niveau de l'Internet. C'est la municipalité. La MRC a décidé d'investir 15 millions en collaboration avec Sogetel. Et vous allez maintenant avoir les communications Internet, même dans chaque grange du comté. Alors ça, c'était un beau projet. Il y a eu une implication du gouvernement fédéral, mais le rôle du député, c'est de faire les liens avec le fédéral pour pouvoir supporter un projet. Généralement, par exemple, quand il y a un projet de développement économique, on va appeler soit la SADC ici ou bien non à Développement économique Canada à Drummondville. Et Développement économique Canada va me répondre à chaque fois, oui, M. Plamondon, donnez-nous le numéro de téléphone ou donnez-nous le nom, nous allons communiquer avec. Ils n'acceptent pas, par exemple, de me donner des informations que moi je leur donne, que la compagnie me donne, que je leur donne à cause de la loi sur la confidentialité. Ça n'existait pas, ça, avant. Donc, ce que vous nous dites, c'est que le rôle du député fédéral est un peu réduit, notamment à cause de l'émergence des organismes. Il a changé. L'émergence des organismes qui a changé votre rôle. Oui. OK? Et ce que vous nous dites aussi, c'est que notamment en vertu de certaines règles de confidentialité, votre rôle est aussi réduit parce que les ministères interviennent directement auprès des concernés. Moi, ma vision du rôle du député, c'est bien simple. Il y a un rôle de représentant, c'est-à-dire être présent aux différentes invitations, etc. Un rôle de présence dans un rôle de législateur. Et ça, on retourne peut-être à l'histoire même du Canada et du Québec. C'est qu'historiquement, les députés déménageaient à Ottawa. Il n'y avait pas de bureau, il y avait un adjoint de temps de comté, mais ils déménageaient à Ottawa le temps de la session d'automne et d'hiver. Alors, donc, c'était d'abord la législation. Alors, c'est-à-dire déposer des projets de loi privés, si ça peut toucher, par exemple, directement son comté, participer au débat à l'intérieur de son parti pour pouvoir prendre une position de parti en tenant compte des intérêts de son comté pour une loi qui serait votée par le gouvernement, et être l'ombudsman. Ça, c'est important. Le citoyen qui est pris que c'est un cas d'assurance chômage, un cas d'impôt, la compagnie qui veut savoir comment se fait ça qu'elle n'aurait pas le droit à telle subvention. Donc, vous êtes le représentant du citoyen auprès du gouvernement fédéral. Du gouvernement fédéral, et aussi de la compagnie, des organismes non lucratifs qui veut, par exemple, demander un reçu de charité, comment on s'y prend. Alors, souvent, sont pognés dans l'appareil administratif et nous, on les aide, tous ces organismes-là, autant les corporations que les organismes, les individus, à mieux apprivoiser le grand appareil administratif. Ça, c'est un rôle important.
Maintenant, il y a un rôle aussi, bien sûr, de promotion des intérêts du Québec, des intérêts du comté à Ottawa. Si, par exemple, je donne l'exemple. Là, à l'heure actuelle, à Nicolette, il y a une île qui appartient à la Défense nationale qu'on voudrait s'approprier. Cette île-là, c'est un regroupement qui s'appelle, Nature à l'œil. Ils disent, on voudrait ça pour faire un beau développement pour les citoyens sur cette île, l'île Maurice. Alors là, comment faire pour transférer cette île-là à une municipalité? Donc, il y a une réglementation. D'abord, il faut que tu l'offres à la province, ensuite au service public, ensuite à la municipalité, ensuite aux propriétaires voisins. Alors là, j'ai pistonné ça auprès du ministère. Et là, il va y avoir une négociation pour un transfert s'il n'y a pas d'autres utilités vues par la Défense nationale. On remarque un Louis Plamondon excessivement présent sur le territoire. Ce qui me permet d'être à l'écoute de tous ces dossiers-là. Puis, pour avoir fait la recherche, quand j'ai fait de la recherche en préparation de cette entrevue-là, naturellement, votre site Facebook rapporte plusieurs photos. C'est même assez fascinant, là, tout le kilométrage. Oui, 70 km par année. 70 000 km par année, incluant celui d'Ottawa. Oui, ça veut dire que ma voiture a présentement 393 000 km. Donc, c'est beaucoup de kilométrage. Mais est-ce que cette... je vais au sens plus positif du terme, là, est-ce que cette dispersion-là sur le territoire, c'est pas un peu, c'est votre grande force, mais c'est pas aussi votre grande faiblesse? Bien, moi, je vois ça comme une force parce que plus je suis présent, plus je suis à l'écoute. Chaque réunion, je vois que ce soit à l'âge d'or, que ce soit une conférence de presse, je rencontre toujours quelqu'un, je voulais vous parler de tel dossier, de ci, de ça. Et souvent, j'en aurais pas entendu parler si je n'avais pas eu cette proximité-là avec les gens. Donc, j'aime être bien présent comme ça. Puis en même temps, il n'y a pas une lettre, il n'y a pas un téléphone. Je te retourne personnellement tous les téléphones à mon bureau. Mon personnel, si quelqu'un appelle, est-ce que M. Plamondon est là? Non, il va vous rappeler aujourd'hui. Je les rappelle aujourd'hui même. Ils n'ont pas d'affaire à poser la question sur quoi ou quoi, je leur parle. Je retourne tous mes courriels moi-même. J'écris toutes mes lettres de correspondance moi-même, tous mes discours, toutes mes interventions. Donc, je suis au courant de tout, je suis tout, et c'est facile à rejoindre et disponible. Alors moi, je me dis que c'est à peu près, c'est une qualité grande d'avoir cette proximité avec les citoyens. Puis en même temps, bien, ça me permet aussi de les éveiller souvent à des programmes qu'ils ne savaient pas. Par exemple, il y a eu un programme là, dernièrement qui commençait le 8 juin au 9 juillet pour... c'était un programme qui précédait les fêtes du 150e du Canada. Alors ça, c'était pour des réparations. Tu ne peux pas construire un aréna, mais tu peux réparer. Tu peux réparer un terrain de jeu, n'importe quoi. Alors j'ai écrit à toutes les maires, je les ai téléphonés pour leur dire, au cas où votre fonctionnaire ne s'en occuperait pas, surveillez ça. La Ville de Bécancour, ils ont fait 4 demandes. Là, on attend les réponses. La Ville de Sorel en a fait toutes. Et aussi, les organismes éducatifs n'avaient pas le droit. Je les ai tous appelés. Alors... l'autre exemple, les programmes Nouveaux Horizons pour l'âge d'or. L'année passée, j'ai appelé chaque âge d'or, les inciter à faire des demandes. Mais dans mon comté... Vous parlez dans le contexte sur le revenu garanti, là? Non, c'est un programme Nouveaux Horizons, par exemple, pour les loisirs ou des conférences que des âges d'or peuvent organiser. Alors ça, là, j'ai eu pour 600 000 $ dans mon comté, je pense que c'est le plus gros comté au Québec, le plus gros montant au Québec. Par contre, on ne peut pas comparer ça avec Montréal. À Montréal, ils ont 4 coins de rue, puis ils ont deux clubs d'âge d'or. Moi, je n'ai 46. J'ai plus de chance d'avoir de l'argent. Mais comment vous vivez? Vous êtes manifestement, vous êtes énormément impliqué là, auprès des gens. C'est votre force, ça, c'est reconnu. Là. Mais le baromètre de Léger Marketing sur la confiance qu'on accorde aux professions, il n'est pas bon. On n'est pas bon pour nous autres. Les députés arrivent, les députés ministres arrivent 53e sur 54e. Vous vivez ça comment, vous? Après les vendeurs d'auto usagés. Oh. Vous vivez ça comment? Alors, j'ai beaucoup de respect pour les vendeurs d'auto usagés, parce que j'en achète toujours là, au dos de seconde main, qu'on dit. Mais je vis ça difficilement parce que les réseaux sociaux ont bouleversé beaucoup de choses. Et aussi, les journaux sont devenus beaucoup plus pointus sur l'aspect scandale de tout ce qui est vie politique. Je regarde, par exemple, à la période de questions à la Chambre des communes, tous les journalistes sont là, ça dure 45 minutes. Le reste du temps, il n'y a jamais un journaliste à la Chambre des communes. Donc, tu cherches le clip, là. Alors, on cherche le clip, et si une période de questions est polie et que c'est du contenu, alors il n'y a rien aux nouvelles le soir. Mais si, comme un de mes confrères l'autre fois s'échappe, et ça m'avait choqué, mes confrères du Bloc, il dit au ministre, est-ce que je vais avoir encore une réponse de bullshit?
J'ai dit, là, il s'assoit, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là, etc. Et il a fait les manchettes de 5 journaux. Puis, Ce que vous nous dites, c'est que les députés ne se rendent pas service mutuellement en rabaissant le... Il y a une prise de conscience de la part des députés à avoir, puis il y a une prise de conscience de la part des journalistes aussi. Est-ce qu'on ne devrait pas ne pas tenir compte d'une chose comme ça? Et le lendemain, il y a une journaliste, une députée du NPD qui a demandé quand elle a vu que ça marchait, je suppose, elle a demandé au ministre, elle a dit, allez-vous me répondre encore une niaiserie? Elle a fait les manchettes aussi dans plusieurs journaux. Bécancourt-Nicolet Sorel, immense comté agricole aussi. Si on regarde juste dans la région Pierre-de-Sorel, je voudrais vous entendre. On a pu percevoir récemment, disons, un conflit, là, pour les fins de la discussion, là, entre la MRC, Pierre-de-Sorel, agricole, qui a fait son plan de développement de la zone agricole, et la Société d'agriculture de Richelieu, qui semble aussi faire, je ne dirais pas cavailler seul, mais cavailler en parallèle, là, disons. Là. Mais moi, je vois ça comme deux entités bien différentes. Écoutez, le monde agricole, là, c'est 80 de l'économie du comté. C'est ça d'abord. Notre comté, on ne le réalise pas tout le temps. Maintenant, au niveau touristique... Non, revenez à... Oui, bien, la MRC a un rôle, veut dire, l'Union des productions agricoles, la MRC a un rôle, mais l'Expo agricole s'est donné une vocation, je dirais, plus touristique qu'agricole, avec les chevaux. Oui, mais c'est aussi la Société d'agriculture de Richelieu. Oui, c'est ça. C'est la Société d'agriculture qui organise l'exposition agricole. Ça, c'est ce qui va très bien. 25 000 entrées. Ensuite, chaque fin de semaine, il y a une compétition de chevaux ici. Et c'est donc l'attrait touristique le plus grand du comté. Chaque fin de semaine, les hôtels se remplissent, puis les restaurants et tout ça, avec cette clientèle-là très à l'aise financièrement. Donc, ils ont développé ça avec beaucoup, beaucoup de succès. Ils se sont donné aussi des instruments avec le fameux l'ARENA pour le centre Richardson. Ensuite, la ville avait collaboré, la ville de Sorel, beaucoup du temps du maire Gauthier aux réparations des écuries pour ces compétitions-là. Ils sont en compétition avec Bromont pour plusieurs activités. Donc, ils ont un rôle, moi, que je trouve bien intéressant. Maintenant, le reste, le monde agricole, c'est beaucoup plus la vocation de productivité. Là, parce que ce qu'on remarque, c'est que la MRC voudrait donner ce qu'on comprend, là, voudrait donner une agriculture, rester ou demeurer dans une agriculture qui est plus traditionnelle. Tandis que la Société d'agriculture de Richelieu voudrait migrer vers une agriculture qui est plus à créneau, là. Comme par exemple, pour prendre les mots de M. Baudin, qui est le commissaire agricole, de plus une agriculture de créneau, notamment, par exemple, sur les fines herbes, etc. Les fines herbes aussi, par exemple. Vous vous situez où là-dedans? Ben, moi, je dis que quand tu restes en place, tu ne progresses pas. Hein. Tu ne peux pas rester sa clôture. Tu tombes par en arrière ou tu tombes par en avant. L'idéal, c'est d'y aller vers l'avant. Puis je pense qu'un n'empêche pas l'autre. Mais moi, je trouve que le commissaire industriel fait un très bon travail. Le commissaire agricole fait un très bon travail. La société, je veux dire, de l'exposition, ils font un très, très bon travail c'est l'activité touristique du coin. En plus, puis dans la culture traditionnelle, eh bien, ils ont, par le biais de l'UPA, un très bon réseau de revendications et de pression auprès des gouvernements maintenant. Et au niveau du lait diafiltré, par contre, il ne semble pas y avoir une écoute. C'était ma question suivante. C'est quoi la situation actuellement dans le contexte du lait diafiltré? C'est incompréhensible que le gouvernement n'agisse pas là-dedans. Je pense que c'est sûr que l'élection américaine y a été pour de quoi, là, à un moment donné. Juste pour situer les gens, c'est des produits laitiers qui sont arrivés en importation au Canada, qui ne sont pas présentés au terme des tarifs douaniers en termes de produits laitiers, mais qui sont utilisés dans la chaîne de production. Et là, quand on les utilise... Comme lait. Ouais. Donc, ils ne subissent pas les tarifs, mais ils sont utilisés comme lait. Voilà, c'est que les États-Unis produisent ce lait diafiltré uniquement pour l'exporter au Canada. Ils n'en consomment pas du tout. C'est une façon détournée. Et nos douaniers ne considèrent pas que c'est un produit laitier, mais quand on arrive à la transformation, on les considère comme produits laitiers. Si bien que c'est avec ça qu'on va faire... c'est une compétition qui est déloyale envers nos producteurs laitiers. C'est qu'au lieu d'utiliser du lait, on utilise la poudre qui est importée, si bien que ça a diminué une vingtaine de mille de rendements par année pour chaque ferme
qui produit du lait. Il y avait eu une entente en 2007, tant qu'à la composition des fromages, par exemple, qu'on devait respecter tant de lait. Et là, on ne la respecte pas. Il s'agirait qu'on mette en application simplement cette réglementation-là qui avait été votée et entendue en 2007, ou qu'on donne... quand je disais toujours l'autre fois à la Chambre, j'ai dit, est-ce que le ministre, s'il n'est pas capable d'appliquer la réglementation pour que ce lait diafiltré qui entre, devrait-il engager des douaniers américains? Eux, ils l'arrêteraient, parce qu'ils sont très sévères par rapport à nos douaniers. Alors, c'est incompréhensible qu'il n'y a pas trouvé de solution. Et le secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture est un producteur de lait du Québec de 5e génération. Et il dit toujours, nous cherchons une solution à long terme, mais on voit qu'on ne veut pas brusquer les Américains parce qu'on est en train de négocier le bois d'œuvre. OK. Donc, il y a des équilibres de négociation qui sont ça. Il y a tout ça, là. Et l'arrivée de Trump, c'est pas nécessairement quelque chose qui va aider. S'il y a quelque chose à dire là-dedans, mais sans doute qu'il va avoir à mettre son mot, là, parce que les producteurs américains... Par contre, les producteurs américains qui contestent l'entrée du bois d'œuvre, tout à fait à tort, ils ont perdu 4 fois en cours, puis ils recommencent. On mesure souvent la performance d'un député aux subventions qu'il attire. Oui. Alors, dans Bécancour, Nicolet Sorel, les subventions qui sont... Bon, je pense qu'on peut parler, sans vouloir vous mettre la réponse dans la bouche, 6,4 millions pour les écluses de Saint-Ours. Oui, ça, c'était... Et si j'aurais été député communiste, crédité sur quelque chose, ça aurait été la même chose, il fallait le faire. Alors, parce que vous revenez à ce que vous nous disiez d'entrée de jeu tantôt, où les subventions, c'est un peu indépendant du rôle du député. C'est indépendant du rôle du député. Si tu réponds aux critères, tu l'as. Si tu ne réponds pas aux critères, tu ne l'as pas. Et à Ottawa, c'est 10 fois plus vrai qu'à Québec. Je vous donne un exemple. Une fois, je parle au ministre Lebel, j'ai dit, il y a une compagnie de Bécancour qui aimerait vous rencontrer. Le ministre Lebel était le lieutenant du Québec. Il m'a dit, moi, je ne rencontre aucune compagnie, je ne veux pas être accusé ensuite de favoritisme. Alors, vous voyez, là, il dit, parle aux fonctionnaires de Drummondville. Parce que, puis là, sans égard à Louis Plamondon, je vais vous poser la question, sans égard à Louis Plamondon, parce que ce qu'on remarque, c'est que le niveau de subvention entre le comté ici et le comté voisin de Mauricie est différent en termes monétaires. Ah, c'est ce que les journaux rapportent. Oui, ça, c'est le député là-bas, Champagne, qui lui, il dit, comme moi, par exemple, j'avais fait une conférence de presse, j'ai 600 000 pour mes âges d'or. Il aurait eu l'air fou. Il en a eu à peu près pour 150 000. Mais c'est parce que moins de clubs d'âge d'or que moi. Mais c'est pas là-dessus que je veux vous entendre. Bon. C'est sur quoi subvention industrielle, pareil. C'est sur quoi je veux vous entendre. Est-ce que, compte tenu du fait que tout est réglementé, tout est compartimenté, il peut pas... est-ce que le rôle du député fédéral ne devrait pas être redéfini dans un autre sens? Ah, ça, complètement. Ça, je suis d'accord avec vous. Au niveau de... revenons pour les subventions, là, rapidement, là, c'est que si tu réponds aux critères, et s'il y a $1 qui n'est pas entré dans mon comté parce que j'étais député du Bloc ou de l'opposition, je suis prêt à démissionner demain matin. OK. Alors, prouvez-le-moi. Jamais il y a un dossier qui est relevé. Donc, puis j'ai une très bonne écoute avec les fonctionnaires à Drummondville, partout, à cause de mon expérience, puis de ma connaissance, puis je suis connu comme, donc, comme le doyen. Dans ce contexte-là, ce que vous nous dites, bon. Dans ce contexte-là, c'est que vous manquez d'opportunités ici pour être capable de les marier avec des programmes en vigueur à Ottawa. Oui. Est-ce qu'on peut... S'il y avait plus de demandes, il y aurait plus de subventions, mais à l'heure actuelle, soit 88 des compères sont moins de 20 employés ici. Ils ont tous été visités par la SADC, par le CLD. Ils ont tous été informés des subventions existantes. Ils ont tous été sollicités pour recevoir des subventions, surtout en formation, puis en productivité, avec les nouvelles technologies, surtout là, électroniques, pour pouvoir capter la productivité sur une échelle, etc. Alors, ça manque d'opportunités. Donc, c'est-à-dire que s'il y avait plus d'usines, s'il y avait plus de... Ça, il y aurait plus d'entrée de fonds, mais il n'y a pas une subvention qui a été négligée ici ou qui n'a pas eu lieu à cause du fait du député ou pas. C'est la même chose à Shawinigan. Il n'y a pas de différence depuis un député au pouvoir. Ce que vous nous dites, c'est que la porte est ouverte. Ah oui. Ce qui manque, c'est des gens pour y entrer.
Oui, c'est ça. Il y a des argents disponibles incroyables à Ottawa dans plusieurs programmes comme au Québec, puis que l'argent reste là parce que justement, il n'y a pas de demande. Dans ce contexte-là, pourquoi qu'un projet touristique intéressant comme l'Iroquois, OK, Ouais. n'a pas fonctionné? Ça n'a pas rapport à des subventions. C'était. Moi, je me rappelle avoir. Mais ça a rencontré rapport le avec promoteur. Ottawa, par exemple. Oui, à Ottawa. J'avais parlé avec M. Cournoyer en 2 occasions. Il m'avait dit est-ce que tu veux que j'intervienne? Pas. Ils ont dit non, tout va bien. On a fait des démarches, puis on a rencontré des gens. Et non, j'ai dit, quand tu auras besoin là, tu me le diras, parce qu'on avait déjà eu un bateau qui avait été donné aux cadets de Bécancour qui étaient au Mont-Belle-Île, puis c'était des cadets de la marine, puis un bateau usagé, puis on l'avait accosté au quai de Bécancour, à Saint-Angèle, puis il l'avait utilisé pendant l'été régulièrement. Et donc, c'est faisable de transférer. Mais celui-là, l'Iroquois, quand ils ont commencé les démarches, et on avait oublié de vérifier la capacité de se promener sur l'eau du bateau qui n'était plus là. Il n'était plus là. Alors, OK. c'est tout simplement pour ça. Parce qu'autrement, moi, je leur ai déjà parlé 2 fois. Je leur ai dit, si vous avez besoin de moi, vous me le dites. Non, bouge pas, Louis, on va te faire signe si c'est ça. Parfait. On ne m'a pas fait signe, mais... Ça a donné le résultat que ça a donné. Oui, mais pas à cause qu'on ne m'a pas fait signe. Les gens ont fait vraiment un beau travail. C'est parce que le bateau n'était pas capable de se promener tout seul. C'est tout simplement ça qui n'est pas venu ici. Puis ça aurait été un attrait touristique intéressant pour mettre avec l'éco-monde, incroyable. Là. Et on a cherché avec un autre qui avait déjà été réparé ici. Oui, c'est ça. Et ça semble être la même problématique. Là, tu sais. Il y a des pièces, cependant, de l'Iroquois qui pourraient possiblement être exposées ici. Mais, tu sais, une pièce, l'encre, par exemple, ou des choses comme ça, il faut que les gens soient au courant de l'histoire un peu pour que ça soit vraiment attractif là, pour des touristes. Dernière question avant d'aller au dernier segment de l'entrevue. Vous vous battez contre le projet Énergie Est. Oui. Absolument. Je pense que vous êtes résolument contre le projet de pipeline, notamment au niveau de la traversée. 72% de la population également. Notamment au niveau de la traversée du Saint-Laurent à hauteur de Lévis. Oui, et puis aussi au niveau des rivières de Melle-Île, puis tout ça, il y a 680 cours d'eau, lacs ou Vous allez me dire que ce n'est pas le même genre d'équipement, mais dans le contexte de la traversée peut-être potentielle d'un éventuel pont au-dessus du Saint-Laurent, du point de vue de la question environnementale, vous vous situez où, vous, là-dedans? Un pont ici, au niveau du Saint-Laurent, au niveau environnemental, il y a beaucoup moins de conséquences. C'est simplement des piliers. Moi, c'est quand même une traversée du pont avec voyons, le lac Saint-Pierre, avec un bassin versant dans le lac Saint-Pierre. Oui. Vous n'avez pas peur? En quoi un pont peut-il être un danger par rapport à un pipeline? Il n'y a pas de comparaison possible, il me semble. Le pipeline, c'est surtout que le pétrole qu'on voudrait transporter ne flotte pas. Là. C'est un pétrole lourd qui va au fond, qui serait extrêmement dommageable. Mais en même temps aussi, on ne peut pas parler des deux côtés de la bouche. On dit qu'on est pour un nouveau monde, là, je veux dire, avec une entente à Paris, là, comme on a signé de Canada. Alors, c'est un des objectifs de l'entente de Paris, c'est l'élimination, justement, des pipelines. Il y a eu 31 incidents de pipelines au Canada l'année passée. Un qui aurait pu être dangereux, c'est un piéton qui se promenait par là. On ne l'aurait pas découvert. Quand les pieds ont commencé à y caler, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis le système d'alarme de l'oléoduc n'avait pas fonctionné. Et il y en a eu au Dakota, il y en a eu un incroyable nombre de déversements. Et on ne peut pas prendre ce risque-là. Puis de toute façon, le Québec s'oriente plus vers une philosophie d'énergie verte. D'énergie verte. Dernier segment de cette entrevue. Ça donnerait rien au Québec aussi. Pas un sou. Ça n'enlèvera pas un bateau sur le fleuve, pas un train sur les voies ferrées. Ça ne ferait que traverser le Québec sans que ça donne un sou pour exportation. Et dans ce pétrole-là, il faut mettre un diluant dans un pipeline. Et ce diluant-là est très, très, très dangereux parce qu'on le récupérait, on le ramènerait en train. Là, il serait très dangereux sur la voie ferrée. Le pétrole albertain, s'il se promène sur une voie ferrée, n'est pas tellement dangereux puisque ça ne prend pas en feu, il est trop épais. Tu peux mettre avec un briquet puis il ne brûlera pas. Mais quand tu le transportes avec un diluant, là, il est dangereux. On arrive dans le dernier segment de cette entrevue-là. 10 questions en rafale. Certaines, on les a effleurées. La première, Martine Ouellette, comme chef du Bloc et députée indépendante à Québec, pour ou contre? Je suis vraiment indécis.
à l'heure actuelle. Je pense que j'attends, il est censé y avoir d'autres candidatures. Ça reste que là, qu'elle a une notoriété, qu'elle a un vécu politique assez intéressant. Elle a aussi une connaissance grande du Bloc québécois parce qu'elle a assisté à tous les congrès, tous les conseils généraux. Elle a donc aussi toujours suivi la politique fédérale de proche. Donc, elle serait très bien préparée pour cela, mais je vais voir s'il y a d'autres candidatures. OK, donc on peut dire que vous avez des réserves. Oui. C'est clair. Deuxième question, si vous avez le choix comme politicien, construire le pont, on parlait du pont de 30 secondes, ou le prolongement de la 30 en direction de Trois-Rivières? Là, le pont serait, un ou l'autre. le pont serait davantage utile. La 30 jusqu'à Trois-Rivières, c'est impensable de traverser toutes les terres agricoles, là, par exemple à Baie-du-Fèvre. Puis, par exemple, on arrive à Pierreville, tu sais qu'on fait, on démolit le village ou on le contourne en s'éloignant. C'est quasi impossible à réaliser. Puis, le trafic le légitime pas. C'est pas du tout, ça relève du Québec, remarque, c'est pas du tout des priorités du ministère des Transports. Des Transports. Ça. Le pont, s'il est privé, je ne vois pas comment le gouvernement pourrait s'y opposer, mais encore là, il ne faut pas rêver en couleur. Si on fait un pont, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du pont? Tu as la chasse, la pêche, les plages, le ski. Qu'est-ce que tu as de ce côté-ci? Un terrain plat. Ouais. Tu as les îles, mais tu peux y prendre par l'autre bord. Est-ce que les gens vont tout à coup se mettre à traverser venant de l'autre côté pour s'en venir ici? Ou c'est nous autres qui vont traverser? Le phénomène de l'autoroute en dit long au niveau commercial. Okay. Hein? Quand on a ouvert l'autoroute, il y a 44, j'étais président de la Chambre de commerce, c'est 44. J'étais dans la Chambre de commerce, 44 commerces qui ont fermé. Okay. Donc, ce que vous nous dites, vous seriez plus favorable au pont, entre les deux projets? Je me suis toujours dit favorable, mais en même temps, j'en connais les limites et à quel endroit pourrait-il passer? S'il passe, par exemple, où est l'auberge, le chemin du Golfe, alors ça ne veut pas dire que les gens qui vont s'en venir de Montréal vont avoir envie d'arrêter ici. Mais l'économie, elle s'en va vers les États-Unis, vers la 30. La 30 était une obligation de la prolonger. Mais maintenant, vers Québec, vers d'autres côtés, je n'ai pas connu une industrie de ce côté qui m'a dit que ça serait très utile. Okay. Mais ceux de l'autre côté, peut-être, ça serait utile pour prendre la 30. Troisième question, légalisation de la marijuana, pour ou contre? Oui, moi, je suis favorable, mais immédiatement, je serais favorable à la décriminalisation. Je pense que ça serait un premier pas. Maintenant, ça va être extrêmement compliqué. Le rapport du comité est très intéressant qui a été déposé cette semaine, sauf qu'il dit, par exemple, vous pourriez avoir 4 plants de potes dans une maison. Est-ce qu'on va avoir des inspecteurs qui vont cogner aux portes et dire, donc, vous êtes favorable? Je suis favorable, mais j'ai avec un contrôle de l'État et non du privé. Quand on a enlevé les machines à l'auto de la mafia, c'est l'État qui a fait de l'argent avec. La même chose pour l'alcool après la prohibition. Je pense que si on l'enlève, il faut que ce soit l'État qui contrôle la vente. Accord de libre-échange avec l'Europe, pour ou contre? Je suis favorable, même s'il y a des gros doutes au niveau agricole, parce que globalement, 40 à l'heure actuelle de l'économie du Québec, du Canada, qui se fait vers l'Europe, se fait avec le Québec. Donc, on deviendrait une espèce de terre d'accueil des pays d'Europe pour rentrer aux États-Unis. Donc, c'est pas à négliger. Surtout, moi, dans une perspective d'indépendance un jour, c'est qu'on va avoir 2 axes, l'axe américain puis l'axe européen. Mieux il sera développé, l'axe européen, mieux que ça servira. Prendre un verre, Stephen Harper ou Justin Trudeau? J'ai eu l'occasion de discuter avec les deux. Et quand M. Trudeau était dans l'opposition, il était assis exactement devant moi. Okay. Donc, on parlait comme... Dans ce temps-là, personne ne voyait qu'un jour, il serait chef. Alors, il y avait l'air même d'un député qui avait été accepté par le parti puis qui n'en voulait pas, parce que, rappelons-nous qu'on n'avait pas voulu lui donner de comté. C'est lui qui avait été s'embûcher dans Papineau, là, tu sais, qui était un comté pas si facile que ça pour lui. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à jaser avec lui. Et il était assez intéressant. Un vécu, surtout qu'il avait vécu dans l'enseignement. On a parlé souvent d'enseignement avec lui. Alors, j'aimerais peut-être mieux avec lui. Par contre, Harper, c'est un homme dans le privé
que quand on le découvre, qui est extrêmement intéressant, puis beaucoup plus cultivé, un peu comme M. Chrétien, qui m'avait surpris par sa connaissance de tous les grands auteurs classiques, par exemple, et que dans ses loisirs, il s'assoyait et écoutait de la musique classique. C'est pas l'image qu'on avait de lui. Donc, vous, M. Trudeau, vous êtes à-tu par toi, c'est ce que je comprends. Bien là, depuis les premiers ministres, je ne le vois plus. Peut-être que je serais porté à lui dire, Monsieur le Premier ministre, mais lui me tutoierait. Et moi, je le tutoie. On se tutoyait tous les deux. L'accord de libre-échange nord-américain, dans le contexte d'arrivée de M. Trump, on renégocie ou on ne renégocie pas? Moi, je pense que, est-ce qu'il y a lui-même la possibilité de canceller l'accord? C'est oui, mais il y a 32 États qui dépendent aux États-Unis un peu de ce qu'ils vendent au Canada. Donc, il va y avoir des sénateurs aussi dans ce coin-là. Qui vont s'opposer. Qui vont s'opposer, qui vont jaser. Mais quelques accommodements pour donner raison, des fois, à Trump, dire « je l'ai renégocié ». Je me rappelle quand M. Chrétien, le libre-échange, avait dit « je vais renégocier ça ». Puis il avait dit qu'il allait faire de grands changements, mais c'était des virgules. Puis avec ça, il avait sauvé la face. Alors, peut-être si M. Trump a besoin de sauver la face pour faire un petit accommodement, mais en même temps qu'on inclut le bois d'œuvre dedans, là, ça serait correct. Parlant des conservateurs, puis de M. Trump, prochain chef conservateur, Kelly Leitch, Stephen Bléné ou Maxime Bernier? Je pense que Bernier a une avance en termes de personnalité, là, puis aussi de lien dans le parti, puis il est assez bien organisé. Cependant, M. Bernier, fait partie c'est les libertariens. Oui, c'est la droite de la droite. Ça, c'est les gens qui espèrent un jour... L'idéal pour eux, c'est qu'il n'y ait plus d'État. Mais votre goût à vous? Votre choix à vous? Et je pense que... Ah non, Bléné, il n'y a pas une figure de politicien. Mais si vous regardez son programme, c'est lui qui a le programme avec le plus de contenu et qui est plus de centre-droite, même je dirais de centre, par rapport à Bernier qui est vraiment de droite, là, avec l'abolition de la gestion de l'offre, etc. En campagne électorale, ce qui est plus important, la poignée de main ou le sourire? Et il ne faut jamais oublier de sourire, certains. La poignée de main, c'est par là qu'on voit si l'électeur va voter pour vous ou pas, de la manière qu'il vous la sert, et aussi par la réponse. Bonne chance, ça veut dire que c'est un indécis. Tu peux compter sur moi. Vous avez l'expérience des poignées de main? Oui, ça. La dernière campagne qui a duré 11 semaines, là, ici, là, c'était bleu. Là. C'était vraiment, vraiment douloureux, les dernières poignées de main à donner, tant que j'en avais donné. 9e question. On a commencé avec une rumeur au début. Alors, en avant-dernière question, une autre rumeur. La mairie de Sorel-Tracy en 2017. Non. C'est une rumeur qui circule, hein? Ça se promène. Elle circule à chaque élection. Hein? Ça fait... Mais je vous confesserai que j'ai regretté à un moment donné de ne pas... Ça coïncidait avec la fin du mandat puis de l'année de l'élection au municipal. J'avais été sollicité beaucoup et j'ai regretté un peu parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé faire de la politique municipale. Je n'ai pas eu l'occasion, mais je suis ça régulièrement. Mais là, en 2017, mon mandat ne sera pas terminé. Et je pense que ça serait un début de campagne de vie municipale au moment où je suis trop âgé. C'est pour le faire, il aurait fallu que ça se fasse avant. Dans ce sens-là, dernière question. Mais je pense aussi que... Je ne pense pas qu'il y ait de gros débats sur la prochaine campagne électorale au municipal. Okay. Dernière question dans ce contexte-là. Où serez-vous le 21 octobre 2019? Je suis en train de donner des poignées de main. Vous allez tenter... Je vais finir d'avoir donné mes poignées de main. Je serai quand l'élection va être déclenchée. C'est ça, elle va être déclenchée. Non, elle aura lieu le 21 octobre. La prochaine élection fédérale est prévue le 21 octobre 2019. Et là, on va mettre surtout une limite pour ce qui est du déclenchement de l'élection, j'espère, dans la loi. Donc, elle sera déclenchée au début de septembre. Et pour le moment... je viens de terminer une campagne de financement, là, puis un renouvellement de carte de membre en février, là, qu'on fait comme à chaque année, et je suis très actif là-dessus. Alors, si la santé vous le permet, on va être là. Vous allez être présent. Oui, je vais être encore candidat, si la santé le permet. Puis on dirait que c'est trop tard maintenant pour penser, dire que je voyagerai à travers le monde, que je ferai ci, que je ferai ça. Si j'avais pris la décision, si j'avais eu un contexte familial différent, il y a 7-8 ans,
il y a 2 mandats, je serais parti parce que j'avais toujours rêvé d'être un jour, j'appelais ça un missionnaire laïque, mais d'aller donner 2 ou 3 ans de ma vie en Afrique, que j'ai eu l'occasion de visiter en 5 occasions. Et j'avais fait des liens avec des communautés là-bas pour dire, j'aimerais ça venir enseigner gratuitement, là, je parle, là, pas pour des organismes internationaux. Et aller faire ça, ça aurait été le rêve de ma vie. Je ne le réaliserai pas. Le mot de la fin, Louis Plamondon? Bien, on est dans le temps des fêtes, alors un joyeux Noël, puis une bonne année 2017. Ça semble quand même assez stable ici dans la région, puis j'espère qu'il va y avoir de belles choses qui peuvent se passer. Disons que l'inquiétude était Rio Tinto, mais avec l'investissement de 16 millions qu'ils viennent d'annoncer, c'est bon signe. C'est bon signe. Alors, puis en même temps, il y a un paquet de petites PME là, qui commencent à pointer à travers le Québec. J'en parlais avec la SADC il y a une semaine, puis c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Qu'est-ce qui s'en vient? Puis par rapport aux autres régions, là, on va tirer notre épingle du jeu. Écoutez, on vous remercie énormément et infiniment de votre passage à Epix TV. On vous souhaite la santé. C'est toujours un plaisir, puis une bonne année 2017. À vous aussi.